Sud Radio, la France dans tous ses états. L'éducation positive, c'est de s'intéresser à l'enfant. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Tu fermes ta petite bouche. On a une super relation, c'est génial. On verra. Je suis toujours trahi. J'ai de la peine. Je suis prêt à me foutre de votre gueule pendant des heures. Bienvenue dans la tête d'un gentil. Attention, ce syndicalisme. Je comprends pas. Hier soir, j'ai mangé mes spaghettis tranquillement jusqu'au bout. Non, mais je m'en tape de ça. Vous voyez qu'il y a plus désagréable que moi. C'est à moi que vous parlez là? Bah oui, à qui d'autre te parle? Le plat préféré des Français, c'est le couscous. Vous applaudissez ça? Vive la République! La République, c'est moi! Tous les hommes sont des menteurs et toutes les femmes sont des tordus. Je les invite à s'inspirer de l'exemple de mon existence pour être un peu moins con. La République, c'est lui. Quand on finit votre livre, Éric Nolot, on n'est pas sûr que ça soit une si bonne idée que ça soit lui, la République, et pourtant, il prétend l'être. C'est le titre de votre ouvrage dans la collection Pensée libre chez Fayard. Alors, on a dit c'est un réquisitoire. C'est pas qu'un réquisitoire. Je dirais plutôt que c'est un inventaire de faits précis, de propos tenus par Jean-Luc Mélenchon, et qui constitue la base. Pour moi, vous avez fait une enquête, tout simplement. Ensuite, éditorialisée, bien sûr, sur ce qu'est devenu Jean-Luc Mélenchon, sur ce qu'est devenu la gauche. Alors, c'est aussi un portrait. Alors, il n'est pas au vitriol, il est au noliol, qui est une nouvelle substance, le noliol, qui, alors j'espère ne pas tomber dedans un jour, voilà. En tout cas, c'est un travail très précis, effectivement, et qui pose énormément de questions. Ça, on sort quand même mal à l'aise. On sort mal à l'aise parce que, c'est le but. Comme vous, à un moment donné, j'ai cru peut-être en Jean-Luc Mélenchon, pas idéologiquement en disant il est une alternative à la gauche française qui est en train de mourir, il était républicain, il était laïque, il défendait des valeurs que tous les Français peuvent défendre de droite et de gauche, et tout d'un coup il y a cette évolution terrible, pour les raisons que vous expliquez, de l'électoralisme. Qu'est-ce qui peut quand même se passer dans la tête d'un homme avec des compétences intellectuelles avérées, une rigueur morale qu'on pouvait penser intègre, une idée très précise de ce qu'il voulait et des convictions fortes? Comment est-ce qu'on peut on voit bien ce qu'il a déclaré, on va revenir, les revirements qu'il a eus. Comment un tel cortex, un tel cerveau peut opérer une telle reconversion? C'est pas très compliqué en réalité. Il y a une phrase très célèbre de Jules César Jules César aurait dit « Je préfère être le premier dans mon village que le deuxième à Rome ». Et un jour, Mélenchon s'est réveillé, il a dit « Je préfère être le premier dans mon parti que dans le 30e à Solferino ». Donc il a renier tout ce en quoi il croyait, tout ce qu'il avait déclaré. C'est quand même quelqu'un qui invitait à voter pour Maastricht, par exemple, en disant ceux qui ne votent pas pour Maastricht n'ont rien compris à l'histoire. Bon. Tout à fait. Et tout d'un coup, celui qu'on qualifiait comme un laïcard, je suis bien placé pour vous en parler parce que j'étais chroniqueur à On n'est pas couché quand c'était en 2010, je crois, quand il s'est livré à une attaque en règle contre l'islam, en disant mais le voile est un scandale, il n'y aurait qu'une femme voilée en France, ce serait inadmissible, etc. Et il a entièrement tourné le dos à tout ça, il a trahi la laïcité, la République, et là il est dans une dérive idéologique électoraliste où il faut plaire à un certain électorat. Alors, pour moi, ce n'est pas la gauche, j'appelle ça la gauche avec un haut accent circonflexe. C'est l'extrême gauche qui, au fond, historiquement, a toujours été un peu en opposition avec la gauche, mais qui, là, selon une formule célèbre, est devenue une gauche inconciliable avec la mienne, en tout cas. L'un des précédents portraits de Jean-Luc Mélenchon est celui de son ami et camarade Julien Drey. Alors là, il parle à l'intérieur en tant que trotskiste, et Julien Drey conclut que le trotskisme est une forme de comportement mental, d'attitude, et que finalement, Mélenchon est un vrai trotskiste, qui a une finalité, et que peu importe les moyens par lesquels on y arrivera, cette finalité, c'est d'arriver au pouvoir. Mais au pouvoir, pourquoi faire finalement? Si demain, Jean-Luc Mélenchon était président de la République, quel type de république, quel type de gouvernance il mettrait en place, de ce que l'on peut savoir aujourd'hui? Je répondrai en deux temps. C'est d'autant plus vrai que c'est le pouvoir, que tous les moyens sont bons, que là, à mon avis, on n'a encore rien vu. Parce que comme, a priori, c'est le dernier tour de piste en 2027, pour Jean-Luc Mélenchon, pour des raisons chronologiques, il va lâcher les chevaux. Donc là, ce qu'on a vu, qui va très très loin dans l'indignité, à mon avis, nous en serons nostalgiques dans quelques mois, parce que là, il va aller très très loin. Je ne pense pas qu'il veuille arriver au pouvoir. Je pense que Jean-Luc Mélenchon est l'héritier d'un fantasme révolutionnaire, c'est-à-dire qu'au fond, c'est une mentalité insurrectionnelle et que vraiment l'idéal pour lui, ce serait que le Rassemblement national arrive au pouvoir et que toute la journée, jour et nuit même, il puisse faire ce que Lionel Jospin, qui s'y connaissait, appelait le théâtre antifasciste, c'est-à-dire jour et nuit, le fascisme est passé, il faut lui reprendre le pouvoir, etc. Je pense que c'est ça. Parce que le pouvoir, c'est quand même beaucoup d'emmerdement, quand même. Tandis que l'insurrection, il y a quand même le charme de se croire l'héritier de Robespierre ou des Sud-Américains qu'il aimait
deuxième temps, Chavez qui a ruiné son pays, qui roulait pourtant sur l'or, etc., etc. Donc le pouvoir, non, mais en tout cas, le pouvoir de nuisance, oui. Alors, ce revirement, il l'a pas forcément inventé. On se souvient du projet de Terra Nova, qu'on aurait pu qualifier de tournant hystérique du Parti Socialiste, qui propose de remplacer le prolétariat populaire, le peuple, passé électoralement à droite, puisqu'il vote pour des partis qui sont censés à droite, et on le remplace par un nouveau prolétariat des minorités communautarisées, immigrés, marginaux, LGTB, dont il faut s'attirer la sympathie en reniant certaines valeurs fondamentales de la République. C'est à ce prix que l'on peut reconstruire une nouvelle gauche avec un nouveau prolétariat. En tout cas, c'est le projet de Mélenchon, oui. Oui, en effet, la note de Terra Nova est très importante. La note de Terra Nova dit, avec un cynisme d'ailleurs assez déconcertant, dit, écoutez, le peuple vote mal, il vote à l'extrême droite, donc on va changer de peuple. Donc en effet... on se fout de savoir pourquoi, on constate qu'il vote mal. Voilà. Ça vote mal. Donc le prolo exit, l'ouvrier exit, on prend les minorités sexuelles, les minorités progressistes, les féministes, etc., etc., on fait un nouveau peuple. Donc il part de là, Mélenchon. Mais comme d'habitude, il a poussé ça très très loin dans le sens de la radicalité, parce que maintenant c'est plus ça. C'est qu'il faut remplacer le français de souche par le français créolisé. Mais c'est dit dans ces termes-là. C'est-à-dire que le grand remplacement, qui est une expression interdite si c'est quelqu'un de droite qui l'utilise, lui il l'utilise très tranquillement en disant le problème de la France d'aujourd'hui, c'est le français de souche. Et les traditions françaises ont quelque chose d'un peu rance, d'un peu fétide. Il faut en finir avec ce pays. L'homme nouveau doit émerger, ce qui est d'ailleurs l'objectif de toutes les dictatures, du stalinisme au maoïsme en passant par le nazisme. Il faut un homme nouveau, et ce sera l'homme créolisé. On va entendre Jean-Luc Mélenchon pendant l'hommage rendu aux obsèques de Charb. Charb, tu as été assassiné, comme tu le pressentais, par nos plus anciens, nos plus cruels, nos plus constants, nos plus bornés ennemis. Les fanatiques religieux, crétins sanglants, qui vocifèrent de tout temps, à bas l'intelligence, vive la mort. Charlie vivra. Le délit de blasphème sera abrogé dans la France concordataire. La laïcité brocardée et les laïcards moqués ont la preuve par Charb de leur sens complet. La troupe des têtes dures qui pleurent aujourd'hui son héros a le cœur gonflé d'orgueil grâce à lui, en pensant à lui. Talleyrand disait la trahison n'est jamais qu'une histoire de date. Là, quand on entend ces mots très forts, prononcés avec, j'allais dire, une ferveur, une sincérité, on le sent qu'il est éprouvé. Et par rapport à ce qu'on entend aujourd'hui, on est au-delà du revirement, on est dans le reniement. Moi, ça me fait très mal d'entendre ça, parce que, bon, je ne veux pas juger de la sincérité, admettons qu'il ait été sincère à l'époque, faisons-lui ce crédit. Il se trouve que quelques temps plus tard, il a défilé avec les gens qui ont assassiné, ou en tout cas qui soutenaient intellectuellement les assassins de Charlie. La marche contre l'islamophobie, M. Mélenchon et ses amis ont défilé avec des imams intégristes qui ont pendant des années entretenu la haine qui a abouti au massacre de Charlie. Moi, c'est pas très original, c'est une blessure que partagent des millions de Français, mais ce qui s'est passé à Charlie, d'abord j'avais des amis dans la place, et puis je suis toujours très attaché à ce journal, et d'entendre que cet homme est capable de pleurer sur la mort de Charb et ensuite de s'allier avec ceux qui ont armé intellectuellement ces assassins, moi ça me donne envie de vomir, je vous le dis franchement. Vous vous souvenez, Éric Nolot, qu'à l'époque, certains éditorialistes avaient dit bien sûr c'est épouvantable le massacre de Charlie Hebdo, mais pour autant ils l'ont un peu cherché, ils ont mis le pied sur des endroits, le terrain miné de l'islamisme, des caricatures. Comment il y a pu y avoir dans le débat démocratique français des gens qui considéraient que quelque part, eh bien les journalistes que Charb et ses amis avaient pris un risque en faisant tout simplement leur devoir de journalistes et de caricaturistes? Pour ma part, quand je parle de Charlie, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais, on est d'accord, c'est non négociable. Alors quand il y a des mais, pourquoi? Parce que on considère que par définition, il y a des bonnes victimes et des mauvaises victimes, il y a des bons bourreaux et des mauvais bourreaux. Les assassins de Charlie sont musulmans, je vous fais le syllogisme progressiste. Allez-y. Les assassins de Charlie sont musulmans, donc ce sont les damnés de la terre, ce sont des opprimés, ils subissent une domination, donc ils ne peuvent pas être coupables. Ou s'ils sont coupables, ils ont des circonstances atténuantes. Il y avait quand même un papier inouï de Madame Virginie Despentes. Je fais allusion à ça. Qui
disait qu'elle avait été prise dans le même rayon d'amour pour les victimes de Charlie et pour les frères Kouachi. Et Madame Virginie Despentes s'est ensuite retrouvée au jury Goncourt. Fabuleux. Imaginez quelqu'un qui dit, moi, j'ai été pris dans un rayon d'amour pour les Juifs d'Auschwitz et pour Adolf Hitler, et qui se retrouve au jury Goncourt. Et personne n'a protesté. Personne. Voilà, j'étais un des rares à vraiment m'indigner de cette tribune. On s'en souvient. Il y a cette vieille grille de lecture des damnés de la terre, des opprimés et des oppresseurs, et même quand l'opprimé s'arme d'une Kalachnikov pour descendre à bout portant des hommes sans défense, il reste un opprimé et les autres restent des oppresseurs. On en est là, dans une certaine gauche française. Vous voulez dire qu'il y a de la circonstance atténuante pour des gens qui commettent des crimes abominables parce qu'il y aurait politiquement une légitimation à leur détresse, à leur colère, à leur haine? Écoutez, je le dis d'autant plus qu'on vient d'en avoir, si j'ose dire, il n'y a pas si longtemps, une nouvelle illustration avec ce qui s'est passé dans le sud d'Israël. Le Hamas est livré à des horreurs, à des pogroms, mais ce sont quand même des opprimés, et les gens qu'ils ont massacrés étaient quand même des oppresseurs. Et vous avez vu que ce qui a succédé à ces pogroms, c'est une vague d'antisémitisme. On va revenir sur l'hésitation que la France Insoumise a eue avant de désigner vraiment les terroristes et les coupables. Vous restez avec nous, on est avec Éric Nolot, vous nous appelez au 0826 300 300. Il faut absolument, chers auditeurs, que vous passiez à ce débat essentiel pour l'avenir de la France. Face à face. Nous sommes avec Éric Nolot, auteur de La République, c'est lui, un décryptage sans concession des évolutions, on va les appeler comme ça, de Jean-Luc Mélenchon, édité chez Fayard. Éric Nolot, vous dites, c'est le Dr Jekyll de La République. Et alors, le Dr Jekyll de La République s'est donc transformé en Mr Hyde de l'islamo-gauchiste. D'où la nécessité de faire oublier tout ce qui a précédé par l'affichage toujours plus ostentatoire de convictions toujours plus radicales, de la même manière que nul ne se montre plus soucieuse de la vertu qu'une ancienne putain passée au bord du bordel au couvent. Dites-moi, vous y allez pas dans la dentelle avec... Ça me semble factuel. Vous avez sans doute remarqué qu'il y a des femmes qui ont mené une vie un peu dissolue et qui, sur le tard, deviennent des gardiennes vraiment très sourcilleuses de la vertu, etc. Et là, en effet, Monsieur Mélenchon a été un social-démocrate bon teint, qui était maastrichtien, qui était bien dans la ligne, qui, comme les autres, fait des génuflexions devant François Mitterrand. Donc là, comme il doit changer de personnalité, il faut vraiment mettre le paquet. C'est-à-dire que jour après jour, il trouve une outrance. Là, de ce point de vue-là, il est assez bon quand même. C'est un très bon animal politique. Lequel était le vrai? Ou il était vrai à chaque fois? Alors, il y a un côté caméléon. Ça, c'est la vraie question. Je pense que ni l'un ni l'autre. Je pense qu'il a... Le Mélenchon numéro 1, le Dr Jekyll lui a permis une première carrière, et le Mr Hyde lui permet une deuxième carrière. Je pense que c'est un carriériste. Voilà. Une notabilité. Après, oui. D'un point de vue psychologique et même psychiatrique, est-ce qu'à force de répéter des choses, on finit pas par y croire? En plus, il y a la question de l'entourage aussi qui joue. Est-ce que vraiment maintenant il finit pas par un peu croire ce qu'il raconte? En tout cas, c'était à l'origine non. Vous changez pas d'avis sur des choses aussi essentielles en 24 heures, et c'est pourtant ce qui s'est passé. Vous faites le décompte de ces mandats, le calcul de ces mandats politiques et électoraux. C'est un homme du système. Bon, il a l'antériorité. Il tente la conquête du poste de premier secrétaire du Parti socialiste. Il est battu à plat de couture par François Hollande. Il conteste d'ailleurs les chiffres. Il était convenu qu'on arrangerait un petit peu les chiffres. Donc c'est un homme d'appareil, ça c'est indéniable. Et aujourd'hui, à la France Insoumise, vous pointez bien le processus interne à ce parti, personne n'est désigné de façon démocratique. C'est désigné au doigt sur un système extrêmement, alors on peut dire stalinien. Là, c'est très intéressant, parce que vous avez cité deux fonctionnements qui sont intéressants, en effet, mais avec une grande tranquillité d'esprit. C'est le centralisme très peu démocratique, vous êtes d'accord? Je reviens au tout début là, de votre question. En effet, à un moment, Mélenchon reproche, mais officiellement, à François Hollande de ne pas avoir trafiqué, améliorer le score. Voilà, de pas avoir trafiqué les comptes comme il s'était entendu pour le faire. C'est-à-dire, il lui a accordé un tel pourcentage, il en voulait plus. Donc, on s'aperçoit qu'au PS, tout était bidonné. Alors là, il a résolu le problème, puisqu'il n'y a pas d'adhérents. La France Insoumise, il n'y a pas de vote. Donc en fait, tout se passe dans la cuisine de M. Mélenchon avec Sophia Chikirou, sa compagne, Bompard et peut-être un autre. Donc en fait, il décide de tout sans en référer à personne. Donc ça, c'est une vision de la démocratie un peu particulière, un peu restrictive à mon goût. C'est souvent elle d'ailleurs qui répond à François Ruffin. C'est quand il dit la France Insoumise, c'est le prolétariat, c'est la gauche, c'est la République, c'est la laïcité. Hop, elle ne dit pas du tout déviance. Bien sûr. Et alors malheur aux frondeurs, aux contestataires, même s'ils le font, que ce soit Alexis
Alexis Corbière ou Garrido, qui étaient quand même des fans absolus, ils ont osé émettre une petite réticence, un doute, est-ce qu'on est sur la bonne voie, dégagé immédiatement. Bah écoutez, moi ça me fait un peu rire parce que j'ai subi Madame Garrido, qui était chroniqueuse dans une émission que j'animais. Un très bel épisode historique chez Hanouna. Et en effet, monsieur... On sent que vous avez été quand même éprouvé ce jour-là. Hein. Enfin, c'était un peu pénible, mais c'est surtout le karma, moi, qui me fait un peu rire, parce que vous avez monsieur Corbière et Madame Garrido qui se prosternent, qui baisent les babouches, de monsieur Mélenchon qui donne tous les signes de soumission et qui se font épurer, puisque c'est ça, hein, c'est l'épuration. Il est trotskiste, mais il est aussi stalinien, hein, monsieur Mélenchon, et ça me fait rire que les courtisans d'hier se retrouvent le nez dans le caniveau. Si vous voulez, j'ai mauvais esprit, voilà. Écoutez, il vérifie ce qu'on est tout simplement. Maud. Éric Nolot, ça tape fort sur la France Insoumise et sur Jean-Luc Mélenchon en particulier depuis quelques mois, entre la meute de Charlotte Belaïch et Olivier Péroux, cette enquête qui a révélé, ou du moins confirmé, les méthodes totalitaires dont vous venez de parler, avec lesquelles Mélenchon gouverne son parti, les complices du mal d'Omer Youssef Souleymane sur le rapport entre la France Insoumise et l'islam radical. Mélenchon, le bruit et la fureur de Rodolphe Carte et votre livre La République, c'est lui, paru aux éditions Fayard, qui agite le pavillon du chaos, voulu selon vous par Jean-Luc Mélenchon. Et ça m'amène à vous poser cette question. Jean-Luc Mélenchon est-il un danger pour la République ? C'est pas seulement... Alors d'abord, je reviens sur la meute que vous avez mentionnée. C'est très drôle, parce que moi, quand je me battais sur les plateaux ou via d'autres textes contre la France Insoumise, j'étais vraiment un vilain fasciste. Mais là, comme ce sont des journalistes plutôt classés à gauche, alors là, tout d'un coup, ça nous a ouvert les yeux, et en effet, la meute et ces gens-là sont vraiment impossibles et tout. Donc en fait, c'est pas le message qui compte, c'est le messager. Est-ce que le messager est autorisé ou pas ? Moi, je n'étais pas autorisé. La meute, tant mieux pour eux, sont autorisés. Ensuite, c'est pas seulement la France Insoumise n'est pas seulement un danger pour la République. La France Insoumise a un triple but, c'est abattre la République, abattre la France, abattre notre civilisation. Abattre la République, carrément. Oui, évidemment. La 5e ou abattre la République ? La République, en général. Ils ne sont pas du tout... toutes leurs références, c'est des régimes totalitaires. Ils sont amoureux de toutes les dictatures du monde, pourvu qu'elles soient de gauche, évidemment. Abattre la France, parce que M. Mélenchon nous a expliqué, la France d'avant, c'est fini, c'est la France. Maintenant, le français doit disparaître, vive l'homme créolisé. Le français n'existe plus. Il faut parler de langue commune, s'il vous plaît, etc. Et un des journaliste qui relaie souvent la pensée de la France Insoumise, M. Apathy, a dit que s'il était au gouvernement, sa première mesure serait de raser le château de Versailles. Donc, écoutez, c'est pas plus clair. Bon, et la civilisation, écoutez, oui, puisque la civilisation occidentale est honnie, c'est celle du patriarcat, c'est celle du colonialisme. Tout doit disparaître, comme on dit dans certaines campagnes publicitaires, et ce qui doit le remplacer, c'est un État totalitaire avec une mentalité totalitaire. Pour moi, la France Insoumise, ce ne sont pas des adversaires, ce sont des ennemis qui veulent détruire tout ce à quoi je suis attaché et à quoi des millions de Français sont attachés. À ce propos, vous écrivez... Tendance lourde, très lourde, de ce côté de l'échiquier politique où les pilleurs de magasins Nike sont requalifiés en militants de la cause des banlieues, où un voleur de voiture qui refuse d'obtempérer à un contrôle de police accède au statut de petit ange parti trop tôt, où les éventreurs du Hamas sont présentés comme les héritiers du Jean Moulin, où le député La France Insoumise Louis Boyard vote les lois à l'Assemblée nationale sans perdre l'occasion de rappeler fièrement son passé de dealer. La description est sans appel, là. Mais c'est factuel à nouveau. Après, ce qui est tout à fait frappant, c'est la manipulation du langage. C'est-à-dire, vous savez, Magritte disait « ceci n'est pas une pipe ». Et en fait, les insoumis vous expliquent que ce que vous voyez, vous ne le voyez pas. J'ai entendu une interview de M. Coquerel à propos de la victoire de Javier Milei en Argentine. Non. Et on lui dit, mais le taux de pauvreté a baissé. Non. M. Milei a remporté les élections. Non. Vos députés ont essayé de rencontrer Nicolas Sarkozy en prison. Non. Etc., etc. Donc, en fait, ce qui est vraiment sidérant, c'est d'abord la vulgarité et la simplicité de ces procédés, mais le fait que ça marche. Et là, j'en viens à quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je crois que le succès relatif de la France Insoumise s'explique par un fait principal, c'est l'effondrement du niveau scolaire et intellectuel. Je crois que ça prospère sur cet effondrement intellectuel. Parce que pour avaler des couleuvres de la taille de celle que propose la France Insoumise, il faut quand même pas être très très équipé intellectuellement. C'est vrai pour tous les extrêmes, pour tous les votes extrêmes, c'est la facilité. Exact. Donc quoi, l'école ne remplit plus sa fonction de culturer les esprits, d'éveiller l'éveil, le bon sens, le discernement, et donc on va aux discours les plus faciles, les plus séduisants. L'éducation nationale, apparemment, pense qu'il est moins urgent de transmettre les savoirs fondamentaux que d'initier les têtes blondes au monde merveilleux des drag queens. Moi, je pense qu'on ira
jamais très très loin de... Ça donnera des générations TikTok. Voilà, pour moi, l'école, ce n'est pas ça. D'ailleurs, c'est pire, parce que ce que je dis est faux, c'est juste l'éducation nationale. Bien sûr. Vous inquiétez pas qu'une partie des élites met ses bambins dans l'école privée, à l'école alsacienne ou ailleurs, et eux, ils sont protégés du massacre. Et ce sont souvent des élites de gauche. Cette hypocrisie est vraiment révoltante. Faites ce que je fais, ne faites surtout pas ce que... Monsieur Papendiaï a vanté récemment, a fait l'éloge de la mixité sociale dans l'école publique en ayant mis tous ses enfants à l'école alsacienne. Si vous mettez ça dans un roman, on va vous dire, non mais écoutez, un peu de subtilité, vous êtes dans la caricature. Non, la caricature, c'est la réalité. Et pourtant, eux ont été formés à l'école de la République, comme les frères Kouachi, comme Mohamed Merah. C'est ça le paradoxe. Bien sûr. On va revenir, Éric Nolot, sur la façon dont la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon, de façon dialectique, ont traité la tragédie, la tragédie de Gaza. C'est là aussi, c'est quand même assez stupéfiant. Et l'aplomb avec lequel ils les assument, cette analyse très très particulière. À tout de suite. Jean-Luc Mélenchon, La République, est-ce vraiment lui? Dites-nous ce que vous en pensez au 0826 300 300. N'hésitez pas à interpeller notre invité Éric Nolot. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Éric Nolot, dans La République, c'est lui, portrait au Noliol, je disais, de Jean-Luc Mélenchon. Vous mettez le doigt sur quelque chose d'édifiant. Je n'ai que 66 ans. Vous avez connu comme moi l'histoire de France. Le deuxième conflit mondial et la Shoah et l'Holocauste ne sont pas si lointains. Nous vivons avec des gens qui l'ont connu. L'antisémitisme est un fléau ancien, structurel, j'allais dire, de l'histoire de France. Et là, vous mettez le doigt sur quelque chose de fantastique. C'est le grand remplacement. Alors, pas celui de Camus. On pourra en parler une autre fois si vous revenez. L'antisémitisme de droite, historique, celui qui était dans le musée, installé, qui a été à l'origine de la tragédie de 40, de cette confusion et des césures, l'affaire Dreyfus, voilà. Il est remplacé, mais alors tranquillement, de façon magistrale, notoire, et j'allais dire plus ou moins accepté par l'antisémitisme de gauche. Comment cette métamorphose, cette épouvantable métamorphose, avec ce que l'on sait aujourd'hui, avec les images de Gaza, on les a pu s'installer dans certaines consciences françaises avec la bénédiction de gens qui sont des gens de gauche, des républicains, défenseurs de la liberté et de la justice. Expliquez-moi ce miracle, parce que c'est un miracle. D'abord, il faut rappeler qu'en effet, que si l'antisémitisme a été longtemps de droite et d'extrême droite, il était quand même très vivace à gauche. Hein. La gauche a réussi à effacer des épisodes un peu fâcheux. Parmi les antisémites assez notoires, il y a eu Jaurès quand même. Hein. Voilà, Jaurès qui après c'est un peu recentré et qui a essayé de faire oublier ça, mais Jaurès a même été suspendu de l'Assemblée nationale pour propos antisémites. Tout à fait. Et nous avons deux grands leaders de la collaboration de Vichy, Déa et Doriot, socialistes, communistes. Pierre Laval aussi, voilà. Et ils venaient de la gauche, hein, ils venaient pas de la droite. Vous avez aussi des propos antisémites assez virulents du côté de Marx. Donc en fait, bon. Mais alors maintenant, ce qui se passe, c'est qu'en effet, c'est le même processus que celui qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est que l'Israélien, le juif, est considéré comme un occidental, et l'occidental est par définition coupable. Il opprime les orientaux, ou alors les gens du Sud, ça dépend comment on divise le monde. C'est un homme blanc de 50 ans, lui aussi. Voilà. Donc vous avez ces scènes absolument inouïes dans Paris, où vous avez des petites femmes très propres sur elles, qui roulent à bicyclette, qui descendent de la bicyclette pour arracher les affiches des otages retenus, retenus à Gaza, parmi lesquels des enfants d'1 an. Et voilà. Pourquoi ? Parce qu'elles se disent, du fond de leur bêtise et de leur comportement abject, qu'en fait, elles prennent le parti des opprimés contre les oppresseurs. Le juif, même quand il est victime d'un pogrom, il reste un oppresseur. Et d'ailleurs, ce qui est particulièrement frappant, c'est le point de vue des féministes. Une femme violée, si elle est juive, elle n'est pas vraiment violée, en réalité. C'est pas la bonne victime. Alors, on va tomber dans la nuance, et vous êtes, je vous considère comme philosophe de la politique française et de cette sociologie politique. Est-ce qu'il faut faire la nuance entre, dans l'esprit des gens qui sont dans l'ignardise, ils sont antisémites raciaux, est-ce qu'ils sont antisionistes, est-ce qu'ils sont anti-israéliens, est-ce qu'on part du principe que tout juif français qui dénonce le 7 octobre est finalement un militant israélien pro Netanyahou. Est-ce que la confusion, elle est à ce niveau-là, ou elle est portée à ce niveau-là? Oui, je pense qu'elle est portée à ce niveau-là. D'ailleurs, vous avez vu qu'on s'en prend aux juifs français de manière indistincte. Avant de s'en prendre à des juifs français, on leur demande pas si êtes-vous pro Netanyahou ou anti Netanyahou, qu'est-ce que vous pensez du 7 octobre. Vous êtes juif, vous êtes coupable. D'ailleurs, c'est si vrai que moi j'habite dans un quartier où il y a depuis très longtemps une communauté juive importante. Chaque fois qu'un Français juif s'adresse à moi, c'est pour me dire à chaque fois la même chose. J'ai
fait peur, je me sens menacés. Ils sont menacés en tant que juifs. On leur demande pas ce qu'ils pensent. C'est le fait d'être juifs qui leur vaut ces menaces. Pour autant, est-ce qu'on peut considérer que certains de nos compatriotes français juifs ont commis l'erreur, parce que le 7 octobre était la pire abomination depuis la Shoah, de défendre aveuglement le gouvernement Netanyahou et les méthodes de Tzahal dans la bande de Gaza, parce que l'éradication du Hamas est une priorité, sauf que ce qui s'est passé ensuite, ce drame humain de l'éradication des Palestiniens à Gaza, a engendré une solidarité aveugle de certains juifs de France avec le gouvernement Netanyahou. C'est ça qui a pu créer une confusion aussi. Est-ce qu'ils ont eu une maladresse de leur part? D'abord, d'après ce que je vois, d'après mes conversations, c'est très clivé, comme c'est clivé en Israël, où la politique de Netanyahou, y compris à Gaza, fait l'objet de manifestations, de contestations, d'opposition politique. Faut le dire. Moi, je vous dirais que la grande faute des Juifs français, pour moi, c'est pas celle-là. C'est la grande faute des Juifs français, c'est d'avoir soutenu, au nom de l'antiracisme, des gens qui ne rêvaient que de les égorger. En réalité, voilà le résultat. D'ailleurs, ils commencent à en prendre, ils commencent à en prendre conscience. Moi, j'étais très frappé par une tribune d'Ariane Nouchkine, donc représentante vraiment de grandes femmes de théâtre, etc., qui publie une tribune en disant, on s'est peut-être trompé. En fait, à force de dire aux gens qui ne subissaient pas ce qu'ils subissaient, qui ne voyaient pas ce qu'ils ne voyaient pas, nous avons fait le jeu de nos ennemis. Oui, vous avez soutenu, mesdames et messieurs, des gens qui ne rêvent que de vous égorger. C'est le moment de vous poser des questions. Ouais. Avec ce gigantesque paradoxe, Éric Nolot, qu'aujourd'hui c'est l'extrême droite française qui défend, j'allais dire, la cause des Juifs de France et d'Israël, et que c'est la gauche qui, au contraire, les condamne. Voilà. J'en viens à la troisième chose que me disent ces Français juifs de mon quartier. La troisième chose qu'ils me disent, c'est soit ils votent RN, soit ils votent Zemmour. Ce qui, pour des gens de notre génération, on a presque le même âge, est absolument insensé. Il y a 30 ans, c'était inimaginable. Il y a 30 ans, le synonyme exact d'antisémite, c'était Le Pen. C'est simple. Maintenant, le synonyme d'antisémite, c'est Mélenchon et la France insoumise qui ont fait de l'antisémitisme l'outil de conquête du pouvoir. Extraordinaire métamorphose. En l'espace d'une génération. On a Sophie qui nous appelle de Biarritz. Sophie, vous êtes en ligne avec nous? Vous avez une question à poser à Éric Nolot? On vous écoute, Sophie. Bonjour. Avant de poser ma question, je voudrais remercier Éric Nolot, parce qu'il est pour moi l'intellectuel, l'honnête homme intellectuel tel que je le conçois et que je l'aime. Et son émission avec Éric Zemmour, en face de qui il n'avait absolument au début aucun atome crochu et aucun point commun, était une émission qui ouvrait les esprits, et je l'en remercie pour ça. Merci, chère Sophie. Voilà, alors maintenant ma question, c'est, vous l'avez un petit peu ébauché tout à l'heure, si Mélenchon passe, moi je quitte la France. Donc, ça fait beaucoup de monde qui s'en va. Dans le cas de différentes victoires de Le Pen, Bardella ou Mélenchon, il ne va plus rester beaucoup de Français. Non, mais votre question est légitime, tout à fait. Juste un mot. Moi, je suis une Française rance. J'ai la France collée à mes semelles, mais là, trop, c'est trop. Vous faites allusion à une déclaration du grand ami de Éric Nolot, qui était Philippe Solers, qui parlait de la France-France. Bien entendu, au contraire, oui, Philippe Solers l'a dénoncé. Donc, vous assumez cette rancitude de la France. Mais moi, je l'assume. Mais merci beaucoup à Éric d'être ce qu'il est. Voilà. Éric Nolot. D'abord, chère Sophie, vous ne devriez pas quitter Biarritz. Parce que moi, ça a été un déchirement pour moi de quitter Biarritz, où j'ai passé mon enfance et mon adolescence. Donc, rester à Biarritz, quel que soit le résultat de 2024. Alors, moi qui suis de Cibourg, je me mets avec vous. Voilà, exactement. D'ailleurs, c'est une région qui est un peu épargnée par les mots dont nous parlons. Pas entièrement, mais un peu. Parce qu'il y a des valeurs. Parce que les Basques ont des valeurs et des principes. Après, moi, je comprends votre tentation, parce que c'est la tentation de millions de Français. Le problème, c'est que j'ai l'impression que nous sommes beaucoup à très mal vivre cette période, mais pour l'instant, le premier réflexe, c'est d'essayer de se sauver et de sauver ses enfants, en gros, quoi. Alors, soit en partant, soit en trouvant un arrière-pays. Alors, ça peut être le Pays Basque, ça peut être la Corse, des régions un petit peu épargnées. Moi, j'oscille entre les deux, entre le découragement. Vous savez, j'ai fondé un parti pour rire qui s'appelle le Parti Foutuiste, dont la devise est c'est foutu. Et puis, je reste quand même offensif. Je me bats parce que je suis comme vous. La France, c'est pas rien. C'est un grand pays. C'est une grande civilisation. Nous sommes comptables de ce qui nous a précédés. Et moi, je ne veux pas laisser les clés de la France à quelqu'un qui veut détruire tout ce qui nous est cher. Voilà, je me battrai quand même. Bravo, je pense comme vous, bien sûr. Merci Sophie. Éric Nolot, aujourd'hui, Mélenchon représente quand même un espoir pour, j'allais dire, ce qui reste de la gauche. Le leurre du Front populaire et du Front républicain qui a créé. N'oublions pas que le drame de la dissolution, c'est pas la dissolution en soi qui était illégitime, qui avait une creusette, c'est le Front républicain qui en a résulté,
puisque M. Attal, on suppose que le président de la République, vous comptez sur une majorité RN à l'Assemblée nationale, il leur filait le bébé ou la patate chaude. Gabriel Attal en décide autrement, Mélenchon monte dans le train, et on a aujourd'hui une Assemblée nationale ingouvernable, inconciliable, et je pense que c'est irréversible. Est-ce qu'il y a un espoir à gauche aujourd'hui qui subsiste dans le paysage politique français ? Je parle à l'homme de gauche que vous êtes, parce que je crois que vous l'assumez, que vous l'êtes. Mais moi je l'assume. Je crois à certaines grandes idées qui sont plutôt classées à gauche, la laïcité, la République, etc., mais sur des idées auxquelles peuvent adhérer des tas de gens de gauche, de droite ou sans étiquette. Enfin, ça me paraît être des valeurs quand même très, très importantes. Après, ce sera très long, parce que pour l'instant, la gauche que je représente, disons la gauche républicaine, elle est sous l'été noir. Après, il n'y a pas vraiment d'incarnation, c'est un peu ça notre problème. Moi, je crois plutôt à un réarmement intellectuel, spirituel et philosophique. Je me sens très proche de la pensée de Michel Onfray, par exemple. Je pense qu'il est en train de frayer une voie qui va permettre à des gens de gauche raisonnables, c'est-à-dire pas la gauche, comme je l'appelle, déraisonnables, on pourra peut-être leur damer le pion. Mais c'est un travail... Il a pris des risques, il a pris des coups pour ça. Beaucoup. Il a pris beaucoup de coups. Nous prenons tous beaucoup de coups parce que nous sommes qualifiés de fascistes, de sociotraites pour les plus aimables, mais de fascistes. Maintenant, fascistes un peu usés, maintenant nous sommes carrément des nazis. Oui, c'est par opposant d'être un opposant de la France insoumise. Mais écoutez, il n'y a pas d'autre solution. Il y a quelque chose de plus grand que nous qui s'appelle la France. Ça vaut la peine. La France vaut la peine de prendre des coups. Donc vous n'attendez rien de Rima Hassan ni de Mathilde Panot. Je pense que c'est même pas la peine. Si, j'attends le pire. Avec elle, le pire est toujours certain. Donc nous passons de Biarritz à Bastia. On passe du Pays Basque aux rives de la Méditerranée à Callister, la belle Corse. C'est Chantal qui nous appelle de Bastia. Chantal, vous voulez poser une question à Éric Nolot? Bonjour Éric Nolot et bonjour madame. Voilà, alors moi je me pose la question parce que moi la France insoumise, j'étais allé voir Mélenchon en 2012 en meeting parce que je suis une femme curieuse. Je suis rentrée dans son meeting, je connaissais pas son programme, je suis sortie, je ne connaissais toujours pas son programme. Bon, donc j'ai compris, si c'est pour taper sur les uns et les autres et qu'on proposait rien, je me suis dit, tu parles bien, mais tu ne m'apportes rien. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, j'ai vu comment ça a évolué. Je n'ai jamais voté pour Mélenchon, je risque encore moins de voter aujourd'hui pour lui. En revanche, parce que ce qui me déplaît surtout, c'est que la Palestine, il la connaît depuis le 7 octobre. Parce que moi, je n'ai jamais entendu Mélenchon parler de la Palestine avant. Après, je voudrais poser une question à M. Nolot. Est-ce que défendre la Palestine, comme a fait le président, ou renaître un pays palestinien, fait de nous des antisémites? Parce que c'est vrai que dès qu'on parle de la Palestine, on est ou pour ou contre les Israéliens. Et c'est tout à fait vrai ce que vous avez dit tout à l'heure, M. Nolot. Il y a quand même beaucoup d'Israéliens qui manifestent contre M. Netanyahou. Et il ne faudrait pas confondre M. Netanyahou avec tous les Juifs du monde et avec tous les Israéliens. On vous a compris. Comment ne pas tomber dans le piège, Éric Nolot? C'est la question que vous pose Chantal. D'abord, à propos du meeting de Jean-Luc Mélenchon, il y a tout de même un programme chez Jean-Luc Mélenchon très clair, c'est le programme de destruction. Il faut détruire la France, la République, la civilisation. C'est ambitieux. Évidemment, ça ne mène nulle part, mais enfin, c'est quand même très ambitieux. Ensuite, écoutez... D'autres n'auraient pas osé. D'autres dans l'histoire n'auraient pas osé aller jusque-là. Non, mais en effet, mais écoutez, il a trouvé un créneau. Ils ont rêvé peut-être, mais ils n'ont pas formulé. Oui, il a trouvé un créneau. Bon, écoutez, moi, c'est pas le mien, mais comme on l'aura compris. Après, en effet, écoutez, sur cette histoire de guerre immémoriale entre Palestiniens et Israéliens, il faut avoir le courage de dire la vérité. Il faut avoir le courage de dire que les pogroms ont été des actes les plus abominables commis depuis très longtemps, et que de l'autre côté, le sort de la population palestinienne est absolument effroyable. C'est-à-dire ce que subit la population civile de Gaza est absolument effroyable. Moi, j'ai pas de mal à dire les deux choses. Vous êtes pour les deux États ou non? Est-ce que vous êtes pour les deux États? Je pense que voilà, on peut considérer. Et je pense que c'est très mal parti cette solution. Voilà. Là, oui, bien sûr. Très très mal parti. Ensuite, voilà, moi, je crois qu'il faut arrêter d'être dans cette position hémiplégique où les uns sont les victimes et pas les autres. Il y a des victimes du côté israélien, du côté palestinien, mais moi j'estime que dans les deux cas, le responsable est le Hamas. Le Hamas a pris en otage la population civile de Gaza et s'en sert comme bouclier humain. Donc, et les premières victimes du Hamas, ce sont les Palestiniens eux-mêmes. Mais évidemment, puis vous avez vu comment ils procèdent à l'épuration. Alors là, la justice est expéditive. Ils vont les sortir et ils les fusillent une balle dans la nuque en place publique. Et on jette les homosexuels Oui, non, mais ce sont des gens épouvantables. Alors après,
Si vous voulez, il y a quand même autre chose, c'est que maintenant, on l'a bien vu lors des dernières élections européennes, avec l'irruption de Rima Hassan, là, plus rien ne compte, la France ne compte pas, l'Europe ne compte pas, c'est que la Palestine. Rima Hassan ne vous parle que de la Palestine, elle ne connaît rien à la France, vous l'interrogez sur des sujets extrêmement primaires, elle ne peut pas vous répondre. Donc en fait, de manière littérale, même sans charge polémique, la France insoumise est devenue un parti de l'étranger. Voilà, il faut le dire. C'est un parti de l'étranger. On continue à en parler avec vous dans quelques instants. Et n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 14h. À tout de suite. Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec Éric Nolot, auteur de La République, c'est lui, édité chez Fayard. Alors je parlais de Noliol parce que ce brûlot, mon cher, ce réquisitoire, cet inventaire des évolutions, voilà, et ce portrait, cette enquête, ce que vous voulez, il est quand même très bien écrit avec les mots qu'il faut. On sent quand même que vous êtes éprouvé, blessé, indigné surtout par certaines choses. C'est vrai. Parce qu'à un moment donné, on sent que vous avez partagé des valeurs avec Jean-Luc Mélenchon, que pour vous c'est plus qu'un revirement, c'est un reniement, c'est une trahison. Il y a des formules délicieuses. Alors au parfum de la rose, cette gauche-là préfère les pestilences mêlées du mégot d'un vieux cigare cubain, des remugles inavouables des Vespasiennes et l'opium en suspension du nouveau peuple. C'est délicieux. Ça résume exactement ce qui se passe actuellement. Pour autant, cher Éric Nolot, il faut prévoir l'avenir. Oui. Exit Mélenchon, le Front Populaire qui fut un rêve finalement qui était une tactique électoraliste pour sauver des sièges. Et les Français ont été choqués parce que quand on fait un pacte électoral, ensuite on a un pacte de gouvernance. On a vu que c'était juste on range les couteaux pour dégager le RN, mais on les ressort tout de suite pour s'étrangler des minutes après. Les options qui se présentent aujourd'hui à la République française, à la société française dans le paysage actuel, il n'est pas brillant, il est difficile. Les deux extrêmes, c'est Le Pen et Mélenchon, Le Pen ou Bardella, Édouard Philippe ou Olivier Faure, Glucksmann ou Bardella. Je pense pas. Alors je fais appel à un jeu simple à l'électeur Éric Nolot. C'est un choix qui vous inspire pas du tout. Le Pen ni Mélenchon. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez à la pêche, vous votez pas? Est-ce que malgré tout, faut se prononcer? Moi, ce que j'attends. Vous n'êtes pas obligé de répondre, citoyen Nolot. Moi, ce que j'attends, c'est que quelqu'un place la France au-dessus de toute autre considération. C'est-à-dire que là, vous avez bien résumé la gamelle, etc. Bon. J'en ai gardé une en réserve pour vous. Oui, je me doute. Vous allez peut-être me doute un peu. Je vois venir ça. Venir ça d'assez loin. Répondez d'abord aux trois options. Le Pen, Mélenchon, Édouard Philippe, Olivier Faure, Glucksmann, Bardella. Est-ce qu'il y a des 3-4 figures où vous allez à la pêche, où vous allez manger de choucroute? Édouard Philippe, l'avantage, c'est que c'est comme un épisode de Derrick, on sait par avance qu'il va rien se passer. Donc ça, c'est déjà ça. Bon, en plus, Monsieur Philippe vous explique que lui, il est très copain avec les communistes. Bon, 100 millions de morts, un parti qui porte encore le nom de 100 millions de morts, il trouve ça très bien. Donc il n'y a rien à attendre. Alors face à Olivier Faure, Olivier Faure, écoutez, franchement, écoutez, cet homme, en fait, n'a qu'une seule boussole, c'est la gamelle, enfin la sienne. Donc, dès qu'il sent qu'il est un peu chaud, le siège et la gamelle. Vous pourriez faire un roman d'ailleurs, Le siège et la gamelle. Mais c'est ça. En fait, c'est ça. En fait, si le siège de Monsieur Faure ne tenait pas si fort au soutien de la France insoumise, l'histoire serait différente. Mais il veut absolument, il sait rien faire d'autre, Monsieur Faure. Donc si vous lui enlevez son siège de député, il va faire une dépression, quoi. Donc non, j'attends rien de. J'attends rien. Le gouvernement vous vous rendez compte qu'il a la survie du gouvernement entre ses mains. C'est extraordinaire. Ah non, mais là, il y a une forme de génie. C'est la première fois qu'un parti gouverne la France sans soutien ni participation. Il y a une forme de génie, un peu involontaire, mais une forme de génie. Avec 1,7% à la présidentielle, c'est extraordinaire. Monsieur Glucksmann. Alors Glucksmann Bardella, face à face Glucksmann Bardella. Non, je ne sais pas ce que pense Monsieur Glucksmann. Bon. À un moment, il était allié avec Monsieur Mélenchon, qui lui est le soutien de toutes les dictatures, alors que Monsieur Glucksmann est un militant anti-totalitaire. Je vous ai soupçonné à un moment donné de vous dire par dépit, c'est peut-être finalement si avec ça, j'irai peut-être chez Glucksmann. Mais vous avez l'air de dire que non. Écoutez, je sens pas, j'attends de sentir une fibre existentielle. Et surtout, je crois, vraiment profondément, mais c'est quelque chose qui monte en France beaucoup, c'est que on ne sortira pas de ce marasme par des mesurettes, vous savez ce qui se passe dans le budget, alors on va augmenter ça de 0,3%, puis ça on va le baisser de 0,2%. On sent bien qu'il faut une rupture. Il faut quelque chose, repartir sur des bases complètement différentes. Et parmi les noms que vous avez cités, je ne vois pas cette tentative de rupture. Ça, c'était la partie facile de cet interrogatoire. Donc là, maintenant, on va parler Maintenant, je vais faire appel à Aragon. Je vais vous faire un interrogatoire à la Rose El Reseda. Je vais vous parler de celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Au demeurant, merveilleux poème, Éric Nolot. Magnifique. De profonde actualité.
Alors, je vous crée le scénario. Deuxième tour de la présidentielle, François Ruffin, Éric Zemmour. Alors, celui avec lequel vous êtes amis, vous la suivez avec un courage, une dignité exceptionnelle, et celui qui pourrait plutôt correspondre à votre sensibilité politique. Qu'est-ce que vous faites ce jour-là au deuxième tour? Ah mais non, mais là, j'hésite pas une seconde, je vote Zemmour. Face à Ruffin. Ah bah évidemment. Enfin, écoutez, Ruffin. Donc même lui qui s'est battu contre, qui essaie de limiter les dégâts de la Mélenchonie. Vous n'y croyez pas vous-même, mon cher Perico. Vous avez vu ce qu'il a dit? Ce qu'il a dit. Non, mais non, vous avez le droit de jouer ce jeu, je comprends. Mais simplement, vous avez vu ce qui s'était passé quand Ruffin a dit, oui, enfin, toutes ces questions sociétales, c'est pas trop notre ADN, il faudrait plutôt s'occuper des prolos. Le lendemain, Madame Chikiro a sorti le martinet, lui a mis 2 petits coups, et il est revenu non, je me suis trompé, je connaissais pas assez mes dossiers. C'est avec ça que vous voulez redresser la France? Enfin, vous êtes en train, Éric Nolot, pauvre Jean-Paul Sartre qui est dans sa tombe en train de faire le ventilateur, vous êtes en train de désespérer Billancourt, vous ne me laissez plus aucune option. Non. Et donc votre seule possibilité, c'est de voter Éric Zemmour. Bah, contre Ruffin, oui, je vote Zemmour. Oui, contre Ruffin. D'abord parce que mes liens d'amitié avec Zemmour j'en ai jamais fait mystère. Et ensuite parce que Monsieur Ruffin s'est quand même mis dans la roue de Monsieur Mélenchon pendant des années. Alors maintenant, il estime que c'est peut-être plus payant pour lui de sortir un peu de sa roue. Moi, ça m'intéresse pas. Ces jeux politiciens ne m'intéressent pas. La politicaillerie ne m'intéresse pas. Il est insupportable, Éric Zemmour. Alors, vous l'avez vu hier soir quand on l'écoute, on dit mais c'est frappé au coin du bon sens. Oui. Alors malgré tout, ensuite, ces fins de phrase sur ses positions, sur la religion, sur l'Occident, voilà, elles peuvent être contestables, elles sont sujets à un débat politique très beau. Évidemment. Mais en même temps, alors là, je lui applique totalement la phrase de Fabius sur Le Pen. Il pose de très bonnes questions. Et votre problème, c'est que vous êtes en train de me dire, oui, mais il apporte aussi de très bonnes réponses. Oui. Mais non, mais c'est pas ça. C'est qu'au moins il pose le débat à la bonne hauteur. Je pense qu'il pose le débat à la hauteur existentielle. On va le recevoir, ici. J'espère l'avoir, je vais le questionner. Vous allez passer un bon moment. Demandez-lui si au deuxième tour, entre Ruffin et Nolo, il vote pour Nolo. Éric Zemmour est l'invité de Sud Radio lundi, je précise, dans la matinale, justement. Non, mais simplement, il pose ça à la bonne hauteur. Son dernier livre, La messe n'est pas dite, est remarquable de ce point de vue-là, parce que c'est un livre radical, au sens littéral de radical, c'est-à-dire qu'il va aux racines du mal et du malaise français. Moi, je peux plus entendre les gens qui vous proposent de tout changer sans rien changer. Lui, au moins, il y a une approche radicale. Je vous dis pas qu'il a toutes les bonnes solutions. Je vous dis simplement que, en tout cas, il pose le débat à son bon niveau, et je crois que c'est le seul aujourd'hui. Je vais vous poser une question plus personnelle. C'est normal que je vous taquine un petit peu. Bien sûr. On a parlé de choses qui sont très graves et très sérieuses. On n'est pas là pour plaisanter. Je me souviens d'Éric Nolot du temps de Pierre Jourde. Moi, j'étais admiratif. Vous défendiez la langue française. Vous renvoyiez dos à dos les Solers et puis bon, ces intellectuels. Qu'est devenu cet Éric Nolot? Je vous sens éprouvé aujourd'hui. Comme si vous aviez détourné ce combat pour vous occuper de choses dont vous n'avez pas forcément envie de vous occuper, mais que vous êtes obligé de dénoncer. Bon, il y a un peu de ça, mais enfin, vous savez... je continue mon travail de critique littéraire dans le JDD. Là, je vais vous quitter à regret, évidemment, mais je vais m'enfermer avec un livre et mes chats. Bien sûr. Ce qui est ma véritable vocation. Moi, je suis un homme à chat et à livre. Simplement... Il y a quelque chose qui s'appelle la France. Moi, ça me tient à cœur. Je suis l'héritier de siècles de civilisation qu'un certain parti veut détruire. Si vous levez pas pour ça, si vous quittez pas vos chats et vos livres quelques heures par jour pour ça, c'est un peu à désespérer. Est-ce que je peux vous dire avec beaucoup d'affection, il y a un peu d'Yves Duteil en vous, dans sa chanson, la langue de chez nous, la langue française. Je sais que vous êtes un amoureux de la langue française. Ah, moi, totalement. Est-ce que l'espoir que nous avons aujourd'hui dans ce marasme, dans ce merdier épouvantable avec vous êtes pessimiste, ça j'ai compris. Voilà. Je voudrais vous redonner du cœur. Est-ce que de la langue française, le peuple français et ceux qui aiment la France vont pouvoir trouver une énergie, un espoir, un rêve qui nous dit non, la France continuera à vivre parce qu'elle a sa langue? J'aimerais le croire. Après, quand lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, vous mettez en exemple de langue française Aya Nakamura qui chante en volapük. C'est la diversité. Le volapük, c'est pas la diversité. Et quand vous la faites danser devant l'Académie française pour bien montrer que maintenant c'est le volapük qui doit s'imposer comme langue universelle et non pas le français, écoutez, je trouve le symbole un peu fâcheux. Non, la seule chose... Ce qui me désespère le plus, c'est que j'ai l'impression que dans une partie des Français, il y a une forme d'acquiescement collectif à notre déclin. C'est-à-dire, on voit une langue admirable être maltraitée, on voit un pays admirable, ce qui ne veut pas dire irréprochable, il y a des zones d'ombre évidemment, être maltraité, et je pense que nous ne le défendons pas à la hauteur de la perte que ça représente. Alors, Éric Nolot, nous allons prendre le maquis ensemble. Ça serait quoi aujourd'hui, prendre le maquis pour sauver la République ? Le maquis, c'est un peu ce qu'ont fait, par exemple, des moines pendant les grandes périodes de régression. Ils se sont enfermés avec les livres, ils ont
gardé en dépôt la civilisation en attendant des jours meilleurs. Quand les jours meilleurs sont arrivés, ils avaient conservé la civilisation. Moi, je veille sur ma bibliothèque à l'aide de mes 2 chats fidèles et j'attends les jours meilleurs. Mais je suis, en tout cas pour l'avenir proche et même le moyen terme, je suis extrêmement pessimiste. On est un déclin qui pour l'instant me paraît irréversible. Je suis désolé, j'aimerais terminer par une note optimiste, mais ce serait trahir ma pensée. On va garder de l'Aragon, donc aux jours d'orage succéderont les jours orange, et puis on gardera l'espoir. Voilà, bon, mais on en est là. Éric Nolot, vous êtes le témoin d'une époque, un témoin sans concession. Votre ouvrage, La République, c'est lui, portrait au noliol de Jean-Luc Mélenchon. J'espère qu'il le lira, parce que je suis sûr qu'il va trouver des moments où il va se dire, mais qu'est-ce qu'il est génial, cet Éric Nolot. Comment il fait tout ça? Pas à l'exprimer publiquement. Merci d'être venu, et merci on aura l'occasion de faire appel à votre connaissance pour décrypter l'actualité de ce pays que nous aimons tant et pour lequel nous donnerons notre vie, parce que nous sommes valtériens malgré tout au départ.